Bonjour à tous, aujourd'hui dans cette deuxième vidéo du cours SIG1, je vais vous expliquer comment réaliser une carte d'occupation des sols associée à un certain nombre de points de repère, histoire que cette carte puisse être lue. Donc ça serait une carte qui sera plus compliquée que à la séance 1 et qui vous apprendra déjà qui dans le cadre de la réalisation de la carte, nous verrons une légère initiation aux données raster. Donc je vous présenterai une donnée raster. Ensuite, nous verrons aussi comment faire la gestion des couches dans le SIG. Nous découvrirons les outils de sélection de façon un petit peu plus poussée qu'à la séance précédente. Nous réaliserons une nouvelle fois de la digitalisation simple, en créant seulement des points et des polygones simples. Nous ferons un certain nombre de géotraitements. Nous utiliserons les outils de symbologie. Et ensuite, nous irons un petit peu plus loin dans ce que peut nous permettre les outils de mise en page pour réaliser notre carte. Tout d'abord, pour travailler, nous allons avoir besoin de créer notre base de données. Donc, comme au TD précédent, nous allons créer un fichier qui va s'appeler BDTD2. Et après, on met les 3 premières lettres de notre prénom et les 3 premières lettres de notre nom de famille, en séparant chaque chose, chaque élément, par un tiré du 8. Vous aurez reçu dans vos mails, via un lien FileSender, le fichier données. Donc ce fichier données, vous allez le décompresser. Donc on va ouvrir avec cette zip, on va ouvrir l'archive. Et on va glisser le fichier données directement dans notre base de données. On peut supprimer ça. Évidemment, lorsque vous faites des projets un peu plus importants, c'est bien de garder la donnée de base sous la main au cas où. Mais moi, j'ai pas beaucoup de place sur mon ordinateur. Donc, à chaque fois que je peux supprimer quelque chose, je le supprime. Si on ouvre cette donnée, on voit qu'on est en présence de fichiers pointifs et des différentes extensions qu'il peut avoir. Comme pour les fichiers shapefile, il faut savoir que l'intégralité de ces fichiers sont utiles pour visualiser la couche. Ce fichier-là est un fichier qui permet de dégrader la visualisation de ce fichier-là, de façon à pouvoir l'afficher de façon plus efficace, mais dans ArcGIS, qui est un autre logiciel de SIG. Donc on pourrait le supprimer, dans le doute on va le laisser, on ne sait jamais. En tout cas, cette donnée est ce qu'on appelle une donnée raster, c'est une image. Cette image est en format pointif, mais ce n'est pas visualisable directement dans Windows, à moins que vous ayez certains lecteurs, mais en tout cas moi je ne les ai pas, donc on ne peut pas le visualiser en dehors des SIG. Toujours est-il que nous allons renommer notre base de données. Hop. Données raster. Voilà. Nous allons également créer un nouveau dossier qui va s'appeler données vecteur. L'objectif étant d'y ajouter les données vecteurs qui seront utilisées dans ce TD. Ces données vecteurs, nous allons les trouver sur Internet. Et nous allons rechercher BD Topo Géoservice, qui est la donnée. Donc BD Topo, c'est la base de données qu'on souhaite télécharger. Et le Géoservice, c'est le fournisseur de données que l'on souhaite aller consulter. Une fois arrivé ici, nous allons chercher BD Topo Shapefile département. Et nous allons scroller, enfin dérouler le menu, pour aller chercher la BD Topo de la Marne. On clique dessus, le téléchargement se lance, donc il faut attendre quelques secondes. Le fichier est téléchargé. Nous pouvons fermer Internet et aller récupérer dans nos téléchargements le fichier en le coupant directement et en le ramenant dans nos données vecteurs. Voilà. Donc j'ai fait CTRL-C, CTRL-V et maintenant on est dans les données vecteurs.
Comme pour notre fichier de tout à l'heure, nous allons décompresser. Avec cette zip, donc on va afficher plus d'options, mais normalement sur Windows 10, vous voyez directement cette zip. Et on va venir extraire le fichier directement dans nos bases de données. Vous allez voir qu'il va passer de 160 kilooctets à plus d'1 giga. Il faudra ensuite nettoyer ce dossier via QGIS afin de ne garder que la donnée utile à la réalisation du TD. Le fichier est décompressé. Nous pouvons supprimer la donnée de base, comme je vous disais qu'il serait idéal de garder à l'extérieur de notre fichier de travail au cas où nous voulions retourner en arrière. Mais dans notre cas précis, on préfère le supprimer. Comment s'organise la BD Topo et que contient-elle? Donc la BD Topo, vous voyez, 3 Go 5. Elle contient un certain nombre de données, dont les métadonnées de livraison, les suppléments de livraison et le fichier Lisez-moi, que je vous recommande de lire, qui présente de l'information sur l'ensemble de l'acquisition et de la mise à jour des données que vous allez utiliser. Ça vous permet aussi de vous rendre compte que c'est l'IGN qui l'a produit. Ce document n'est pas exhaustif. Il existe un document sur Internet qui est beaucoup plus précis sur ABD Topo. Donc là, a priori, c'est juste quelque chose de superficiel pour comprendre la base de données. Donc je vous conseille complètement de le lire, puisque c'est que 3 pages. Mais par contre, sur Internet, il existe un document beaucoup plus long qui va vous expliquer comment sont acquises l'intégralité de ces données. Et donc là, c'est beaucoup plus intéressant. Nous, la donnée qui va vraiment être utile au TD, c'est ce qui va se trouver dans Données de livraison 2024. Et si on clique dans les arborescences successives, eh bien, nous arrivons face à ces fichiers, à ces 9 fichiers, dans lesquels on va pouvoir retrouver de l'information géographique sous format de shapefile, avec à chaque fois leur fichier associé, où on va retrouver les arrondissements, les collectivités territoriales, les limites communales, les limites départementales, les EPIC, les régions, etc. Sachant que nous avons utilisé, téléchargé la base de données pour la Marne, et donc que les informations seront centrées sur la Marne. De la même manière, on peut retrouver les adresses, donc je vous laisserai regarder à quoi il s'agit, les bâtis, l'hydrographie, les lieux nommés, etc. Donc c'est le moment de passer sur QGIS pour visualiser cette donnée. Donc on ouvre QGIS, et la première chose à faire va être de connecter notre base de données. Donc c'est pas tout à fait comme dans les autres logiciels de SIG, là il faut simplement aller chercher notre base de données dans notre disque dur, et le mettre en marque-page afin de ne pas avoir de difficulté à retrouver les données que l'on veut traiter. Donc pour cela, il faut connaître la localisation de notre base de données. Donc là, elle est sur le bureau, mais on va regarder dans les propriétés la localisation précise, dans le disque dur D, dans le fichier desktop, et c'est le fichier qui s'appelle BDTD2 Jules Bert. On va aller faire la même chose, disque dur D, desktop, BDTD2 Jules Bert, ajouter au marque-page en faisant clic droit, ajouter au marque-page. On peut refermer tout ça, et maintenant l'intégralité de notre travail, on le fera dans ce petit onglet qui s'appelle marque-page, et dans lequel nous allons retrouver nos données raster et nos données vecteurs, avec toute l'arborescence de fichiers vus précédemment. Et on va pouvoir visualiser l'intégralité de ces données. Donc on va commencer par la donnée raster parce que c'est finalement la zone d'étude que nous allons étudier. Donc il s'agit du scan 25, nous reverrons plus tard dans les TD où aller la chercher et comment l'assembler et l'utiliser. Là globalement tout ce qu'il faut savoir c'est que le fichier tif.vr ne nous intéresse pas, par contre le fichier .tif lui nous intéresse. Et si on le glisse depuis les données raster jusqu'à notre visualisateur de couches, eh bien ça nous permet de la visualiser. Cette donnée est rentrée dans le système de coordonnées Lambert 93 et va donc mettre automatiquement en bas à droite ici de notre fenêtre le système de coordonnées Lambert 93, comme vous le voyez s'afficher ici. Si on souhaitait le modifier, on pourrait cliquer dessus et venir modifier notre système de coordonnées. Globalement, vous n'en utiliserez que deux, dans la très très large majorité. C'est le Lambert 93 et le WGS 84.
qu'on peut retrouver en mettant le code 4326, si je ne me trompe pas, exactement, WGS 84, qui est en fait la projection UTM, qui est celle qu'on voit dans les GPS, etc., mais qui à l'échelle nationale de la France n'est pas celle qu'on a l'habitude d'observer. Je parle notamment en France métropolitaine. On utilise du coup majoritairement le Lambert 93. C'est un système qui est pratique parce que il est en mètres. C'est un système de coordonnées qui est en mètres et donc on peut mesurer des distances en mètres sans difficulté. Il n'y a pas besoin de faire des conversions entre les gradients, etc. Donc c'est plutôt pratique. Donc on peut visualiser ce scan 25. Qu'est-ce qu'il représente? Eh bien, si on zoome, on voit différents aplats de couleurs, des routes, un village qui se dessine, le village de Verzy, qui sera en fait une de nos communes repères, hein, puisque c'est le centre de la carte. Il faudra en choisir d'autres pour les représenter. Et différentes occupations du sol. Donc après, il faut évidemment connaître les figurés, mais quand on a des slashes comme ça, c'est généralement des vignes qui sont représentées. Je crois que les vergers peuvent l'être de la même manière, mais chez nous, ce sont des vignes. Et quand on a du blanc comme ça, ce sont généralement des champs. On peut retrouver un certain nombre de surfaces bleues qui correspondent à des plans d'eau et des linéaires bleus qui correspondent à des cours d'eau, ici l'Avel notamment, et ici le canal de l'Aisne à la Marne. Voilà, en rouge les autoroutes, et dans des couleurs un petit peu plus claires, donc en orange, les départementales. Et on a les nationales en noir normalement, mais je ne sais pas si on a des nationales sur cet exemple. A priori non. Voilà, c'est un petit peu tout ce qu'il y a à dire sur cette zone. L'objectif sera de refaire une carte d'occupation du sol plus simple, parce que comme on le voit ici, il y a beaucoup de toponymes, avec la maison forestière de Saint-Bal, avec tous les villages, avec Meille-Champagne, Verzenay, Verzy, Trépaille, si je ne me trompe pas ici, Villers-Marmerie. Voilà, il y a énormément d'infos sur le scan 25, qui est une carte très pratique à utiliser, mais si le propos que l'on souhaite amener, par exemple sur ce territoire, est simplement qu'on va retrouver plusieurs entités paysagères qui sont du type, du coup le triptyque paysager de l'Est de la France qu'on retrouve sur quasiment toutes les cuestas, avec de la forêt en haut, des vignes sur les versants et de la zone agricole avec potentiellement des ripisylves qu'on retrouve là. Et bien globalement, cette carte est beaucoup trop complexe et rend compliqué les interprétations. Et c'est pourquoi on va le simplifier en utilisant les données vecteurs. Donc voilà tout ce qu'on peut dire sur ce fichier raster qui en fait se caractérise par le fait que nous sommes sur un fichier de pixels et donc chaque pixel ne comprend qu'une seule information, la couleur. Donc en réalité c'est trois informations, hein, c'est la bande du rouge, du vert et du bleu qui sont notées de 0 à 255 et qui permettent de coder en fait l'ensemble des 16 millions et des couleurs qui sont visibles sur cette carte. Voilà ce que j'avais à dire sur les données raster. Nous allons maintenant passer aux données vecteurs qui seront quand même la base de CD et qui seront très très largement majoritaires. Vous voyez, j'ai décoché le petit fichier pour le faire disparaître et pouvoir observer uniquement les fichiers que je vais ajouter à partir de maintenant. Je le laisse ici parce qu'on va s'en servir tout à l'heure. Concernant maintenant les données vecteurs, nous allons les visualiser. Donc je vous disais tout à l'heure, nous avons un dossier avec un certain nombre de sous-fichiers dans l'arborescence, l'administratif, l'adresse, les bâtis, les hydronymes. Je vous recommande de les ouvrir un à un. Par exemple, on va ouvrir arrondissement, le tout premier, et on va observer de quoi il s'agit. Donc, si on clique ici, on peut interroger avec le petit outil ici, qui s'appelle identifier les entités, on peut interroger la couche et visualiser ce qui se trouve à l'intérieur. Sur le polygone que je viens de sélectionner, eh bien on est dans l'arrondissement de Reims et on a un certain nombre d'informations associées avec un certain nombre de champs. L'entité est Reims et ça, ce sont tous les champs qui donnent de l'information dessus. On peut retrouver l'ensemble des informations de toutes ces entités à l'intérieur de la table attributaire. Donc je fais un clic droit sur la couche et je vais dans la table des attributs. Voilà. Et on peut visualiser une à une. Donc je vous conseille de les supprimer à chaque fois parce que dans un premier temps, on ne fait que de la visualisation. Donc là, on voit les collectivités territoriales. Bon, globalement, ça correspond au département. D'ailleurs, si on ouvre les départements, eh bien c'est globalement la même chose.
On peut retrouver la région. Donc là, on va retrouver la région de la Marne et celles qui sont adjacentes directement. Donc on va voir du coup Paris, enfin l'Île-de-France, les Hauts-de-France et la région Grand Est. Et on peut retrouver l'ensemble des communes. Donc voilà, on voit un petit peu, là c'est un peu flou. Bon, de toute façon, ce qu'on va faire, c'est que ça devient un peu lourd. On va tout sélectionner en cliquant sur commune, en cliquant sur maj sur le clavier et en cliquant sur le 4e fichier ici. Et de cette manière, on peut faire un clic droit et supprimer ces couches. Voilà, comme ça, on s'en débarrasse intégralement très rapidement. Ensuite, on peut continuer notre visite dans les adresses. Donc là, ça va être voilà, plutôt assez dense. Donc si on fait un clic droit et qu'on va dans les tables attributaires, donc là ça va être un petit peu long à charger, mais on se rend compte qu'on a 276 000 adresses dans la Marne et un petit peu autour, hein, parce que comme on peut l'observer, si on place les départements, hop, on va les glisser à l'arrière-plan, voilà. Et puis on va zoomer sur une limite du département avec l'outil zoom. On peut utiliser la molette de la souris, hein. On peut aussi utiliser cet outil. Les adresses vont à chaque fois chercher dans une zone un petit peu à l'extérieur de la Marne, ce qu'on appelle une zone tampon. En gros, on a extrait les données avec une zone tampon pour que si on veut faire un traitement qui est vraiment limitrophe à la fin du département, eh bien on puisse quand même avoir ce qui se passe dans le département à côté, pourvu que ce soit une distance relativement courte. Si on veut connaître à peu près la taille de la zone tampon, on peut utiliser l'outil mesure ici. Je vous le montre une fois, mais on le réutilisera à l'avenir, qui est en mètres, donc parce qu'on est justement dans un système métrique, donc c'est plus pratique. Et on peut mesurer globalement la distance, voilà, qui fait environ 5000 mètres. Donc il est très probable que le buffer ou la zone tampon qui a été utilisée soit de l'ordre des 5 km. Voilà. On peut continuer à visualiser nos couches. Je vous conseille toujours de ne pas en ouvrir plusieurs à la fois parce qu'une couche de département comme ça ne demande pas grand-chose à votre ordinateur. Par contre, ce que je viens de vous montrer avec les adresses, eh bien là, c'est beaucoup plus compliqué. On peut retrouver aussi les voies nommées. Donc là, c'est les routes. De la même manière, c'est un fichier assez lourd. Voilà. Donc les routes qu'on peut retrouver là, mais qui globalement sont plutôt, vu que c'est les voies nommées, ça va être les rues, etc. Et donc parfois les routes départementales ou quoi ne vont pas apparaître. Donc c'est vraiment dans les villages. Donc on peut le supprimer. Mais ça, vous auriez pu vous en rendre compte en allant dans la table attributaire et en observant comment elle était construite. Voilà, on a beaucoup de rues, de chemins, de boulevards, d'avenues. Voilà, ça vous donne des infos. On supprime la couche. Voilà, on a le bâti. Donc je vous conseille de vraiment regarder tout ce qui peut se trouver dans cette table. L'hydrographie, donc les cours d'eau par exemple. Donc on va voir les cours d'eau en général avec tous les cours d'eau de la Marne. Donc évidemment ça va chercher avant et après pour les entités qui sont plus grandes. Moi personnellement j'aime bien utiliser la couche tronçon hydrographique, qui est un petit peu plus exhaustive, vous le voyez, par rapport à la première, mais qui dans le cadre de notre cours suffira largement. Voilà. Mais ce qui est important, c'est aussi de regarder la table attributaire. C'est assez redondant, hein. Je vous dis plusieurs fois la même chose, mais en fait c'est important de bien assimiler tout ça. Et par exemple ici de noter que eh bien, on a des toponymes pour chacun de ces cours d'eau. Et donc si on cherche le canal qu'on a vu tout à l'heure sur notre image, donc on peut passer notre image en premier plan, zoomer dessus, et qu'on le décoche, eh bien on peut retrouver notre canal ici. Et si on souhaite le sélectionner pour le visualiser dans la couche cours d'eau, eh bien le mieux c'est de décocher les départements, comme ça il n'y aura pas d'erreur de sélection. D'aller prendre l'outil sélection des entités, donc là on rentre vraiment dans la sélection directe. On vient sélectionner notre canal qui passe du coup en surbrillant et en jaune. On fait un clic droit, ouvrir la table attributaire, on remonte tout en haut. Non,
j'ai pas cliqué sur le bon. Classique. Donc on clique en bas à droite ici pour revenir sur notre table attributaire et on clique bien donc sur l'outil d'à côté, déplacer la sélection au sommet et on retrouve le canal de la Marne-Allen qu'on retrouvait également ici sur notre carte de scan 25. Voilà. Globalement, c'est ce que j'avais à dire sur cette base de données. Maintenant, on va rentrer directement dans son traitement pour la rendre beaucoup plus légère. Donc, on va s'y mettre. Ce qu'il nous faut, c'est dans notre fichier données vecteurs, créer un nouveau répertoire qu'on va appeler BD topo simpli pour simplifier. OK. Et maintenant, on va venir sélectionner et glisser les dossiers, enfin les fichiers de forme qui nous intéressent dans cette B2 topo simplifiée. Donc on va prendre l'occupation des sols, on va aller chercher les zones de végétation, donc on vérifie avant de quoi il s'agit, mais voilà, c'est ce qui me semblait. Donc là on va retrouver notamment les vignes, si je ne me trompe pas. Pareil, c'est un fichier assez volumineux. Voilà, vignes. Ici les forêts. Tac, 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 tac. Forêt fermée. Très bien. Donc on va récupérer cette occupation des sols. On le décoche. Et donc on a plusieurs manières de procéder. Je pourrais simplement l'ouvrir, faire un clic droit dessus, faire exporter. Donc les entités sous. Donc on va exporter l'intégralité de la couche. On va aller chercher notre nouveau fichier qui se trouve dans notre TD2. Non, ça, c'est le montage. Voilà, données vecteurs, BD simplifié. On va l'appeler zone végétation. Voilà, et on fait OK. Comme ça, on l'exporte. Elle va apparaître de nouveau avec son nouveau nom, mais cette fois-ci, elle sera dans notre BD topo simplifié. Hop, on décoche. Et ici, on voit qu'elle apparaît dans notre BD topo simplifié. Voilà. Donc on peut supprimer tout ça d'ici, ça sera plus léger. Voilà. On va vouloir récupérer également dans notre administratif les communes. Donc première méthode, je vous l'ai montré, c'est de l'importer, de faire un clic droit dessus, de l'exporter. Deuxième méthode, un petit peu plus brute. Ah, ça ne fonctionne pas. Bon, du coup, on va toujours passer comme ça. On va ouvrir nos communes, clic droit, exporter, exporter les entités sous. On va aller ici, on va nommer le fichier commune. Voilà, on enregistre. OK. On ferme les deux. On supprime. Voilà. On va aller chercher les départements. Là, on va faire une petite subtilité, c'est qu'on dézoome. Et moi, j'aimerais n'exporter que la Marne, parce que j'ai pas envie de m'embêter à faire tout l'export. Dans ce cas-là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une sélection directe sur la Marne. Et quand je vais exporter, je ne vais pas utiliser sauvegarder les entités sous, mais sauvegarder les entités sélectionnées sous. Et de cette manière, je vais créer un nouveau fichier qui va s'appeler Marne. Donc toujours dans mes données vecteurs, dans ma BD topo simplifiée. On enregistre, on fait OK, et magnifique. Maintenant, on n'a plus que la Marne. Donc ça, on va le réutiliser ultérieurement. Qu'est-ce qu'on pourrait utiliser d'autre? J'aimerais bien voir l'hydrographie. Donc je vous ai dit tout à l'heure, les cours d'eau, c'est ce qui me semble le plus adapté. Donc on va exporter les cours d'eau. Voilà. Donc il y a des manières plus optimales de faire ça. Mais dans un premier temps, ça va vous permettre de bien vous entraîner en faisant comme ça. On supprime. Et je pense que ce qui serait sympa aussi, c'est de rajouter
les routes qui doivent être dans transport et qui sont tronçons de route. Voilà. Donc là, extrêmement lourde comme couche. Hein. Exporter sous. On va appeler simplement route. Voilà. Et est-ce qu'on peut aller chercher autre chose? Zone réglementée, forêt, parc. Non. Service d'activité, on pourrait, mais on va rien prendre de plus. Détail orographique, d'accord. Hydrographie. D'accord. Bâti. Réservoir, terrain. Ok. On peut prendre quelque chose qui va être un petit peu lourd. Mais bon, qui va quand même être utile. Hop. Donc, on supprime ces deux couches-là. On va aussi prendre les bâtiments. Donc là, pareil, c'est très très lourd. On le décoche automatiquement. Exporter, sauvegarder les entités sous. Et on va mettre bâtiment. Vous verrez ensuite, ça nous sera très utile. On ne va pas cliquer sur ajouter fichier sauvegarder parce que vu que c'est très très lourd, si on le fait, ça va vraiment ralentir notre ordinateur. Donc on va juste l'exporter directement dans notre base de données, donc dans notre BD topo simplifié. Et voilà. Donc là, ce qu'on va faire ensuite, une fois qu'on aura exporté ce dernier fichier, c'est qu'on va supprimer cette BD topo. Donc évidemment, normalement, vous gardez de côté, à l'extérieur de votre fichier BDTD2, l'intégralité de vos données, de façon à pouvoir récupérer de la donnée si jamais vous faites une erreur. Moi, dans mon cas, déjà, je vais pas faire d'erreur, et si j'en fais, je serai bien capable d'aller chercher la donnée. Et c'est surtout, comme je vous l'ai expliqué, j'ai très peu de place sur mon ordinateur, donc je fais en sorte de garder les fichiers les plus légers possibles pour pas être embêté et pour avoir un logiciel qui tourne bien. Donc, on a plusieurs manières pour supprimer les fichiers, donc on peut les supprimer manuellement, je pense, un par un. Voilà, en allant les chercher ici, administratif, clic droit, et en gérer, on peut supprimer. Là, honnêtement, vu qu'on va supprimer tout un fichier, on ne va pas les faire un par un, ça serait beaucoup trop long. On va simplement se contenter d'aller supprimer le dossier. Hop, le dossier dans notre base de données. Pour ce faire, on évite de toucher à la base de données, hop là, à la base de données qui est sur le bureau, ici, si le logiciel est ouvert. Donc on va tout de suite enregistrer notre projet. Donc on va l'enregistrer, on va aller dans notre bureau, dans notre TD, et on va l'appeler TD2 Jules Bert. Voilà. Et on peut mettre un petit 1 parce que c'est l'étape 1. Pareil, on pourra enregistrer successivement une étape 2, une étape 3, une étape 4. Comme ça, si jamais on fait des erreurs entre deux, eh bien on peut revenir en arrière, sachant que si on a fait des erreurs sur la modification de nos couches, là ça sera enregistré sur la couche et de toute façon ça ne servira à rien de revenir en arrière. Mais parfois on a envie de faire plusieurs visualisations, ça peut être sympa en fait d'avoir plusieurs étapes. Voilà, on ferme tout ça, on ouvre notre base de données, on va dans les données vecteurs et on supprime notre BD topo qui faisait 3 Go et quelques. Et maintenant on se retrouve donc avec une base de données qui doit faire quelques centaines de MO, qui fait toujours 2 Go parce que le fichier des routes est extrêmement lourd à mon avis. Voyons voir. Effectivement, le fichier des routes fait 4 Go, 1 Go 4, autant pour moi. Le fichier des bâtiments fait 500 MO, la zone de végétation 150 MO, les bâtiments. Voilà, c'est extrêmement lourd. Donc, qu'est-ce qu'on va faire pour alléger tout ça? Eh bien, on va retourner dans notre dossier et c'est là qu'on va utiliser les outils de géotraitement. En effet, à ce stade, on n'est pas très satisfait de nos couches puisqu'elles font encore 1 Go 4 et qu'elles prennent beaucoup de place. Et donc, on va par exemple faire en sorte de créer une couche de route
qui soit très légère et qui ne concerne en fait que la zone qu'on souhaite étudier. Donc la zone qu'on souhaite étudier, c'est toujours cette zone-là. Donc si on fait un clic droit et qu'on fait zoomer sur la résolution native, non. Clic droit, on va faire zoom sur la couche. Ah voilà, c'est le tout premier. Eh bien on voit l'emprise de notre zone d'étude. Donc on va simplement créer un polygone sur cette zone-là. Et ensuite on va servir de ce polygone-là pour découper notre couche de bâtiment, notre couche de cours d'eau, notre couche de route, de façon à ce qu'elle soit le plus légère possible. Donc, on va aller chercher ici, nouvelle couche. Donc, on pourrait très bien faire un clic droit ici, nouveau shapefile. Mais bon, on va prendre la méthode qui permet de voir un petit peu plus de détails. C'est nouvelle couche ici. On va créer sur le nom du fichier. On va aller chercher avec les 3 petits points la localisation. Donc là, ça tombe plutôt bien. On tombe directement dans notre base de données. Mais on aurait très bien pu tomber sur le bureau ou n'importe où ailleurs. Donc il faut aller chercher, par exemple, notre bureau si on sait que notre base de données est dedans. Double-cliquer ici. Aller dans nos données vecteurs, puisqu'on va créer un fichier vecteur. Et créer un fichier données traitées. Voilà. Dans ce fichier-là, nous allons créer le fichier de forme qui va s'appeler zone d'étude, ZE, et enregistrer. On va créer un polygone, donc on choisit parmi les types de géométrie le polygone. On va choisir le système de coordonnées Lambert 93. Et on va simplement créer un nom de champ. Donc là, on aura l'entité qu'on va créer dedans, qui sera l'entité 1 par exemple. Mais on peut lui donner un nom. On va l'appeler zone d'étude, donc on va appeler le champ nom. On va mettre du texte, mais on va juste mettre 20 caractères, puisqu'on va juste marquer nom, donc pas besoin de plus. Et donc comme ça, on aura 2 colonnes. Une colonne pour l'identifiant unique de l'entité, et une colonne non, parce que parfois l'identifiant unique, c'est pas très parlant, et c'est une bonne habitude à prendre, vous le verrez par la suite. On fait OK. Notre couche est créée. On va se dire, j'ai toujours pas de polygone. Effectivement, on n'a toujours pas de polygone. Pour le créer, il faut faire un clic droit sur la couche et basculer en mode d'édition. Dernièrement, on nous proposait que les points dans le TD précédent, puisqu'on avait fait créer un fichier de points. Mais si on regarde ici, donc je vais extraire le bloc, comme la dernière fois. Hop. Je vais ranger ça là. Voilà. Là. Et donc je fais un peu de rangement sur mon dossier. Voilà. Donc on a notre bloc. Je préfère qu'il soit volant. Oh, décidément. Voilà, je préfère qu'il soit volant. Et ici, on peut ajouter une entité polygonale. Si on clique dessus, eh bien, on va être capable de rajouter à chaque coin de notre couche un point, de façon à recréer notre rectangle. On fait F2. Ah non, ça c'est dans un autre logiciel. On fait un clic droit. Et de cette manière, quand on a terminé la couche, on voit apparaître le champ ID dans lequel on peut mettre 1 et le champ nom dans lequel on peut mettre zone d'étude. On fait OK, le polygone est créé. Personnellement, je ne suis pas très convaincu de ce polygone. Donc je suis toujours en session de mise à jour, c'est-à-dire que le mode édition est activé parce que le petit crayon est en gris. On va aller sélectionner ici notre couche et cliquer sur le bouton Sub du clavier et ça va supprimer l'entité. Si je n'avais plus été dans mes sessions de mise à jour, je n'aurais pas été capable de le supprimer. Donc, bon, il y a tout un tas d'options qu'on peut aller chercher dans la sélection avancée. Comme ça, à froid, je ne saurais pas vous dire où c'est, mais vous pouvez toujours chercher outils d'édition avancés. Je pense même que sur ma chaîne YouTube, vous retrouverez une vidéo uniquement sur la digitalisation sur QGIS pour faire tous les polygones de vos rêves. Il me semble que c'est le nom de la vidéo. Mais là, on va faire quelque chose de très simple quand même. On va juste prendre l'outil pour créer des polygones et on va zoomer à fond sur les coins de notre carte de façon à aller chercher. Voilà. Les coins précisément. On dézoome, on rezoome à fond. Voilà.
On dézoome, on rezoome à fond. Donc moi j'ai pas un contraste fou sur mon écran, donc peut-être que je ne suis pas très précis. De toute façon, voilà, on n'est pas au millimètre non plus. Là c'est plus simple puisque on voit notre polygone. Et maintenant on le termine et on remet identifiant 1 et pour le nom, zone d'étude. Ok, notre polygone a été traité, a été créé et on peut maintenant enregistrer et quitter la session de mise à jour. On prend la petite main, on peut se déplacer sur la carte. On peut mettre notre polygone en transparent, donc là j'ai double-cliqué sur le marron, et je vais mettre un figuré en hachure. Voilà, on voit notre zone d'étude avec notre carte derrière. Donc maintenant, l'objectif va être de découper notre fichier bâtiment, par exemple, qui est extrêmement lourd. On va même pas s'amuser à tout laisser afficher, mais uniquement sur la zone qui nous intéresse, qui est cette zone hachurée. Comment faire ça? Eh bien, nous allons utiliser un outil de géotraitement. Donc, on décoche les couches de façon à ne pas surcharger l'interface de visualisation. On va aller dans les outils vecteurs. Donc, les géotraitements, il y en a énormément. Donc, je ne sais pas si c'est moi qui l'ai ouvert, mais en tout cas, peu importe. Ici, vous avez une petite molette qui s'appelle la boîte à outils. Dans cette boîte à outils, vous allez retrouver tous les outils de géotraitement du logiciel. Ici, j'ai des options que vous n'aurez peut-être pas, que j'ai pu rajouter à partir des extensions, installer, gérer des extensions, peu importe. Dans notre usage, on va dire plutôt simple du logiciel, nous n'aurons besoin que des outils de géotraitement qui se trouvent en fait dans Vecteur et dans Raster. Dans ce premier TD, nous n'utiliserons que ceux qui se trouvent dans Vecteur. Donc dans les outils de géotraitement, nous allons utiliser l'outil couper. À quoi sert cet outil? Donc on peut cliquer dessus et lire la définition. Mais globalement, ça nous permet, à partir d'une couche source, par exemple de bâtiment, de prendre une couche de superposition qui est zone d'étude. Donc c'est la couche qui va nous servir à faire notre découpage. Et nous pouvons créer un nouveau fichier. Dans un premier temps, nous allons créer une couche temporaire parce que c'est beaucoup plus léger et ça permet de visualiser si c'est vraiment le rendu qu'on souhaite obtenir. La couche temporaire ne s'enregistrera pas dans votre ordinateur, elle va simplement être stockée dans la RAM. Et si vous fermez le logiciel ou si vous la supprimez, eh bien, elle n'aura pas créé de dossier sur votre ordinateur. On exécute, on ferme l'outil maintenant que c'est terminé, et on voit effectivement, c'est le résultat qu'on souhaite obtenir. Donc, à partir de là, on peut cliquer sur couche temporaire en mémoire, donc on clique dessus et ça nous permet de l'enregistrer dans la localisation qu'on souhaite. Donc là, encore une fois, de la chance de donner traité directement ouvert, sinon on aurait dû aller chercher dans l'arborescence. Et on va appeler ce fichier bâtiment. Voilà, .shapefile. OK. Le fichier est créé. Donc normalement, dans notre nouveau dossier, si on clique droit ici, qu'on actualise, voilà, on a bien notre nouveau fichier bâtiment qui existe. On peut zoomer dessus. Et vous voyez, de cette manière, c'est beaucoup plus léger parce qu'on n'affiche que cette zone-là. À titre de comparaison, si on retourne dans notre dossier, ici, dans les données simplifiées, on va les retrier par nom. Notre fichier bâtiment faisait un total de 670 MO. Voilà. Dans nos données traitées, notre nouveau fichier fait un total de 9 MO. Donc, beaucoup plus pratique. On va supprimer notre découpe, on clique sur CTRL, on clique sur le bâtiment qui ne nous intéresse pas, on supprime, on fait OK. Et on va recopier, enfin on va réitérer cette étape sur les cours d'eau, les routes, la zone de végétation, les communes, en fait sur toutes les couches. Donc je vous laisse le faire. Je vais juste vérifier un petit quelque chose. Parce que des fois j'ai un peu de mal, mais effectivement les processus de l'eau c'est bien sûr sur ce logiciel, donc là ça va être très très pratique. C'est un outil, enfin c'est une option avancée, mais vous allez voir que c'est pas si difficile que ça, qui nous permet de refaire plein de fois le même traitement. Là en l'occurrence je vais le faire sur bâtiment, donc ça a été fait, je vais le faire sur commune, cours d'eau, route et zone de végétation.
Donc, on va aller chercher à ajouter 4 fichiers. Donc, le fichier, donc on va aller sélectionner dans un fichier. Hop, hop. On va mettre nos shapefiles. On veut sélectionner, donc j'ai dit commune. Voilà, ouvrir. Sélectionner dans un fichier cours d'eau. Encore une fois, sélectionner dans un fichier route. Et zone de végétation. Je veux tous les découper avec le polygone zone d'étude. Et maintenant, je veux les enregistrer dans ma base de données, dans les données traitées. Je vais juste mettre hop, .shp, et juste mettre .shp. Je fais enregistrer. Là, il va me dire, avant le .shp, je souhaite mettre quelque chose. Qu'est-ce que vous souhaitez mettre? Donc là, je lui dis, dans le mode de remplissage automatique, je vais directement choisir remplir avec des nombres ou remplir avec des valeurs du paramètre. Moi, je souhaite lui donner le même nom que la couche source, c'est-à-dire que la couche qui se trouve ici, qui correspond du coup à cours d'eau, route, etc. Donc on va mettre remplir la valeur du paramètre. Et je vais prendre la valeur du paramètre couche source. Je fais OK, et ça nous crée maintenant, dans le fichier données traitées, le fichier commune.shp, cours d'eau.shp, route.shp, zone de végétation.shp, qui ont été découpés avec la zone d'étude et avec les couches sources qu'on a été sélectionnées manuellement. On va charger directement les couches et on va exécuter puisque normalement ça ne va pas être trop lourd. On ferme tout ça et on se retrouve maintenant avec sur notre zone d'étude la végétation. On va le mettre dans une autre couleur, ça sera plus visible. Voilà. Les routes, pareil, on va le mettre dans une autre couleur pour que ce soit plus visible. Voilà. C'est très moche, hein, mais on verra ça après. Les cours d'eau, les communes et nos bâtiments. Comme tout à l'heure, je vous conseille systématiquement de conserver l'intégralité de vos données quelque part. Parce que sinon après elles vont vous manquer. Donc là cet outil là je peux le remettre ici, je peux fermer ça. J'enregistre mon travail, donc on va enregistrer sous, on va mettre un petit 2, voilà. Je vais fermer tout ça, je vais ouvrir mon dossier. Donc ce que je vous conseille, c'est par exemple vos données simplifiées, de les transvaser à l'extérieur du dossier pour les conserver et pouvoir revenir dedans si jamais vous faites des erreurs. Moi, je vais le supprimer encore une fois pour cette question de place. Toujours est-il que dans le dossier que vous allez nous envoyer à la fin du cours, je souhaite qu'il n'y ait que le dossier traité avec ces couches-là, parce que sinon vous allez envoyer tous des fichiers de 4 Go, ça va être extrêmement lourd sur nos plateformes, alors que là, notre dossier qui faisait 4 ou 5 Go initialement, maintenant ne fait plus que propriété 144 MO, ce qui est quand même beaucoup plus léger. Sachant qu'on a ce fichier là qui fait presque 100 MO, qu'on pourra potentiellement supprimer à la fin, puisque finalement ce n'était que pour visualiser le territoire d'étude, avoir les contours de la zone d'étude, etc. Donc finalement il est un peu optionnel, mais vu qu'on va s'en servir dans la suite du TD pour se simplifier la vie, eh bien on ne va pas le supprimer maintenant. Donc maintenant on va continuer sur la mise en forme un peu de la carte, donc notamment au travers des symbologies. Et donc là, on va rentrer directement dans le vif du sujet avec le traitement de l'ensemble de nos couches pour les rendre les plus jolies possibles pour la visualisation. Donc en ne perdant pas de vue le fait que globalement, on a un aplat de forêt ici, de forêt là, un aplat de vigne qui est à peu près autour ici,
Et globalement, le reste, eh bien, ça correspond à de l'agriculture, de la plaine céréalicole. Donc globalement, l'ensemble de nos couches nous permettent de voir les cours d'eau, les routes, les zones de végétation. Donc là, on voit notamment que la plaine agricole n'est pas représentée sur cette zone de végétation. Et donc, on fera une petite mamaille pour cette partie-là, qui sera faite avec la zone d'étude, mais je vous montrerai ça après. Donc, ce qu'il nous faut déjà, c'est représenter un peu les points de repère. Donc, pour ça, je vais vous demander de créer des points avec 4 villes, 4 ou 5 villes en points qui vous permettent de localiser vraiment des... Voilà, je vous laisse les choisir, qui vous permettent de localiser Verzy un peu dans son environnement. Donc faites un choix pertinent. Voilà. Donc vous créez un fichier de points, hein, comme on l'a fait au dernier TD. Je répète parce que sinon il y en a plein qui vont prendre des cartes sans les points en disant ah bah oui, mais vous l'avez pas fait. Oui, mais je vous l'ai demandé plusieurs fois. Donc voilà, vous créez le fichier de points parce qu'on l'a appris au dernier TD. Normalement c'est clair maintenant. Hein. On continue. On veut aussi représenter un peu la zone urbanisée. Donc là avec les bâtiments ça a bien marché. Donc voilà, le fichier comme ici peut vous aider pour ce fichier de points. Les cours d'eau, on en a déjà parlé. Là, de la même manière que sur cette carte, on n'a pas forcément envie de représenter toute l'exhaustivité des cours d'eau. Je veux dire, on va pouvoir se contenter de la Live, de la Velle, du canal de la Marne-Allen, qui sont globalement les grosses rivières et canaux du secteur là qui sont représentés sur cette carte. Les routes, bah, évidemment, on va se contenter de l'autoroute et des départementales. Hein. Les petits sentiers de randonnée sur la montagne de Reims, pas super utiles. Et pour la végétation, bah voilà, je me répète, mais on voit bien la forêt et les vignes qui se distinguent. Donc, on va devoir faire une symbologie qui permette de rendre compte de tout cela. Concernant les bâtiments, eh bien, on voit que quand on est dézoomé, eh bien, les bâtiments apparaissent en noir. Par contre, quand on est zoomé, ils apparaissent en jaune. Pourquoi? Eh bien, c'est parce que c'est des entités qui sont très petites, et donc vu de loin, on ne voit plus que son contour. Si on veut éviter d'avoir cet effet où de loin c'est noir et de près c'est jaune, eh bien, il faut simplement retirer les lignes de contour. Donc si on clique, je réexplique, si on double-clique sur bâtiment, on arrive dans symbologie, on peut arriver dans source ou ailleurs, hein, mais si on clique ensuite sur symbologie, on arrive ici. En cliquant sur remplissage simple, on peut directement aller vous voyez, dans le style du trait et venir mettre no line et problème réglé. C'est jaune, quand dézoome, c'est jaune. Pour les bâtiments, on va respecter un peu ce qui se fait dans Cohen Land Cover, on va les mettre en rouge. Voilà, un beau rouge, nickel. Voilà. On peut le décocher, on reviendra sur ça après. Pour les cours d'eau, donc là on voit il y en a un peu plus que ce qu'on le souhaiterait. Si on fait un clic droit et qu'on ouvre la table attributaire, eh bien on se rend compte qu'il y a une colonne très intéressante qui s'appelle toponyme et dans lequel on peut retrouver le nom des différents cours d'eau, sachant que nous ce qui nous intéresse c'est la Velle. Là je clique sur Mage sur mon clavier, c'est la Livre. Mince, contrôle, on désélectionne, voilà. On garde contrôle et c'est le canal de la Marne-Allen. Voilà, ces 3 cours d'eau qui sont en jaune ici. À ce stade, on pourrait les exporter en faisant un clic droit, exporter les entités sélectionnées sous. Comme ça, on n'exporterait que les 3 là. En réalité, puisque c'est une couche très petite, ça ne sert à rien de s'embêter avec ça. On va simplement aller faire de la symbologie. Si dans notre symbologie, on choisit maintenant l'option catégoriser au lieu de symbole unique, eh bien, on va pouvoir dire qu'on souhaite caractériser des groupes sur certains critères. Et là, du coup, ça va être sur leur nom, donc sur le toponyme. Donc on les ajoute. Et là, on voit l'ensemble des toponymes qui sont présents dans notre table attributaire.
On prend le premier, on clique sur Mage, on va jusqu'au dernier. Ça nous permet de tout sélectionner. Maintenant, on va cliquer sur Contrôle et on va désélectionner la Velle, la Livre et le canal de la Marnalène. On va supprimer tout ça. On décoche toutes les autres valeurs parce que sinon, je vous donne l'exemple, hein, on va le mettre en gros pour qu'on le voit bien. Tac, tac, tac. Et bien, avec tout autre exemple, et bien tous les cours d'eau apparaissent et les autres exemples, et bien ils apparaissent en gros comme ici. Alors que si on décoche ça, on n'a plus rien, on n'a plus que nos deux rivières et notre canal. D'ailleurs, deux rivières, donc contrôle, Lavelle, Lally, clic droit, fusionner. Mince. Contrôle, clic droit, fusionner. Et on va appeler ça rivière. Et ça, on va appeler ça canal. Voilà. On va pas trop s'embêter. Ici, on met ça un petit peu plus large, dans une teinte un peu bleu foncé. Oui, ça c'est très bien. On va mettre ça en 0,6. Les rivières, le bleu là me convient très bien, la largeur me convient très bien. Voilà, ça me semble. Clic droit, zoom sur la couche, voilà, ça me semble très bien. J'aimerais bien par contre avoir le nom des rivières. Pour ça, comme vous allez le faire pour les communes, eh bien vous allez ajouter des étiquettes. Mais cette fois-ci, les étiquettes vont être un petit peu compliquées parce que je ne le veux que sur la Velle et la Livre. Donc déjà, vous avez de la chance. Si on rajoute des étiquettes telles quelles, il va nous l'ajouter que sur les cours d'eau qui sont présents sur l'affichage. Il pourrait très bien l'afficher sur ceux qui ne sont pas visuellement là, mais qui en fait existent dans la base de données. Donc déjà, ça se pratique. Par contre, on veut en fait faire quelque chose d'un petit peu plus spécial, donc on va mettre étiquette basée sur des règles. Donc là, il y a déjà une règle, hein, c'est voilà, celles qui sont affichées. Mais nous, on va faire une règle qui est plus restrictive. Donc on va appeler rivière. Et dans lequel on va faire un filtre. Donc là, on va rentrer sur une option un petit peu compliquée. Mais vous allez voir, on va faire ça de façon très simple. On va dire à notre logiciel, voilà, j'ai envie que tu m'affiches les étiquettes qui respectent la règle suivante. Donc la règle suivante, on va l'ajouter ici. On va lui donner la règle, va regarder dans le champ, tac tac tac, toponyme, s'il est égal à toutes les valeurs uniques ici, à la livre. Si c'est le cas, tu me l'affiches. Si c'est pas le cas, tu me l'affiches pas. Mais je voudrais aussi que si jamais c'est le toponyme Lavelle, que tu l'affiches aussi. Dans ce cas-là, il est important d'utiliser ce qu'on appelle un opérateur qui nous permet de dire en fait qu'est-ce qui lit les différentes entités qui sont les unes après les autres, enfin les différentes commandes les unes après les autres. Là, on a une commande qui nous dit va regarder dans le champ toponyme, si la valeur est livre, tu m'affiches l'étiquette. Ou, et ça c'est important de bien utiliser le ou, parce que si on dit et, ça veut dire qu'il faut que l'entité respecte les deux possibilités, ce qui ne pourra pas être le cas. Par contre, si vous mettez ou, on retourne dans notre champ de valeur toponyme égale toutes les valeurs uniques Lavelle. Et bien cette fois-ci, on pourra afficher les étiquettes pour toutes les entités qui respectent soit la règle toponyme égale livre ou toponyme égale vel. On fait OK. On choisit dans les valeurs de l'étiquette le toponyme, sinon ça va être très pratique. On lui indique qu'on veut que ce toponyme soit affiché en italique et dans une teinte du bleu. Donc on va utiliser la petite pipette pour aller chercher le même bleu. Voilà, que la rivière. OK, OK et OK. Lavelle, la livre, c'est bien marqué. Super, on est très content. Donc on a le bâtiment, Lavelle, la livre. Maintenant on va travailler sur les routes. Pas très joyeux.
On va ouvrir la symbologie. Dans un premier temps, on va déjà mettre un symbole un peu plus normal. Hop. Ligne simple, ligne raster, ligne simple, voilà. Déjà on va appliquer la ligne simple. Sauf que là c'est beaucoup trop. On va aller chercher dans catégoriser et je vous donne l'information. Dans la colonne cell admin, vous allez pouvoir retrouver le type de route auquel on a affaire. Donc ici des autoroutes, des départementales ou des routes nommées. Donc les routes nommées, on les enlève. Les départementales contrôle, on les sélectionne tous les deux, on les fusionne et départ de tal. Voilà, et autoroute. Très bien. On décoche toujours cette case-là. L'autoroute, on va l'afficher en rouge, disons un peu plus foncé, en 0,46. Et la départementale, on va le mettre en noir et en 0,26. Voilà. On fait OK. Et là, on voit notre autoroute, nos routes départementales, notre canal, la velle, la livre, les différents points de localisation que vous aurez ajoutés. Et maintenant, il faut simplement ajouter la végétation. Donc la végétation, de la même manière, on peut aller consulter la table attributaire. Donc ce que je vous laisserai faire, hop, je vous la montre quand même. Donc il y a la nature avec les vignes, etc. Et ici, on va directement aller chercher catégoriser, nature, classer. Et maintenant, on va regrouper donc tout ce qui est globalement du bois. Ici, ça va être de la forêt. On n'est pas là pour faire des trucs ultra précis. Voilà, forêt. Merde. Voilà. Verger. Je suis à peu près sûr qu'il n'y en a quasiment pas. Et vigne. Voilà. On va changer la couleur des vignes pour mettre un orange qui correspond plus aux normes. On va supprimer les lignes. Voilà. Pareil pour la forêt. On va mettre un vert un peu plus forestier. Voilà, ça c'est nickel. Et on va également supprimer les lignes. Voilà, forêt, vigne. Il nous manque bien évidemment du coup les zones agricoles. La petite subtilité, c'est que puisque on ne veut pas trop s'embêter, on va simplement ajouter notre zone d'étude comme s'il s'agissait des zones agricoles. Donc on va mettre un aplat. On va mettre cet aplat dans une teinte légèrement jaune. Voilà, plutôt dans cette teinte-là. Voilà. Tac, 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 tac. Voilà, légèrement jaune. Et là, on aura donc, à place de zone d'étude, on va marquer, peu importe, on le modifiera dans la légende. Donc voilà, là on a à peu près fini notre carte d'occupation des sols. Généralement, on place plutôt les polygones en arrière, les vecteurs en avant, enfin les lignes et les points en avant, avec les points évidemment tout en haut. Et puis c'est pas mal. Donc maintenant, on va passer à la mise en page de la carte. Et dans cette partie, je vais être beaucoup moins exhaustif que dans les parties précédentes, puisque je vous demanderai d'aller explorer dans... donc on va aller créer une nouvelle mise en page qu'on va appeler occupation
des sols secteur Verzy. Après, à vous de choisir le nom que vous voulez y donner. Ce que je vous demanderai, c'est qu'il y ait bien évidemment un or, une échelle, une légende, un système de coordonnées, des sources pour les données, la carte évidemment. Voilà, ça c'est les grandes lignes. Je vous demanderai d'explorer, notamment pour la mise en page de la carte. Si on ajoute la carte, eh bien, les options permettant de zoomer pour être à la bonne dimension, de façon à occuper l'espace de la façon la plus optimale possible, de n'afficher dans la légende que les objets qui sont visibles sur la carte. Euh, voilà. Pensez bien à utiliser les guides pour faire une carte qui soit harmonieuse dans l'ensemble. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? N'hésitez pas à explorer les fonctions pour ajouter des flèches du Nord, voilà, traditionnelles ou plus sophistiquées. Voilà, je ne saurais pas vous donner beaucoup plus de conseils. L'objectif est vraiment d'aller chercher un maximum d'informations euh, pour produire pour produire une carte la plus sympathique possible visuellement, mais qui en même temps respecte la consigne qui est produire une carte d'occupation des sols du secteur de Reims avec un certain nombre de points de localisation. Voilà, c'est le genre de choses que je peux vous conseiller dans la légende. Voilà, n'hésitez pas à décocher la mise à jour automatique, à déplacer les blocs, etc. pour vous organiser au mieux. Dans l'échelle, n'hésitez pas à les jouer sur les propriétés de l'objet. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais vous dire dans le texte, évidemment. Ça, on l'a vu la semaine passée, mais n'hésitez pas à jouer sur les polices, sur la position, sur le fait de le centrer par rapport à la page, etc., etc. J'aurais du mal à vous donner davantage de conseils. Voilà, j'ai vu la semaine passée des copies qui proposaient des cadres aussi, donc ça peut être des idées intéressantes pour bien structurer votre projet. Voilà, je pense que j'ai fait à peu près le tour des éléments. Donc j'attends de vous, comme d'habitude, la base de données complète avec une sauvegarde de votre QGZ, si je ne me trompe pas. On n'a pas le format, super. Propriété, format de votre QGZ. La dernière version avant que vous fermiez votre logiciel, de façon à avoir vraiment la dernière version avec tous vos fichiers, avec toute votre carte mise en page jusqu'au dernier moment. Dans les fichiers données raster et données vecteurs, je veux le minimum d'informations. Je veux finalement que ce qui apparaît sur la carte au final, de façon à ce que ce soit un fichier le plus léger possible. Évidemment, pensez bien à compresser le dossier. Donc là, je vais fermer parce que sinon, bon, on va enregistrer comme ça. Je vais fermer parce que sinon je pourrais pas le faire. Mais donc n'hésitez pas. Hop. Enfin, c'est pas n'hésitez pas. Hein, vous devez me compresser votre archive, disons en maximum, non pas jusqu'à ultra pour pas que ça prenne trop de temps, et me le transférer via FileSender dans votre tribureau. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire sur ce TD. Et je vous souhaite bon courage et j'attends vos productions.